Une production Sala de Guerra, Sala de Cinéma, version brésilienne, Julio César Guedes. Épisode d'aujourd'hui. Enfin, Der Tiger ou Au Tank de Guerra est sorti sur Amazon Prime. C'est un film dont tout le monde a beaucoup parlé cette semaine et qui figure parmi les 10 films les plus regardés ici au Brésil, sur la plateforme de streaming. Tu veux savoir ce que je pense du film ? Suis-moi. Cette semaine, j'ai enfin vu Der Tiger, tu vois, qui est sorti sur Amazon Prime Video et qui, ici au Brésil, a reçu le nom de Au Tank de Guerra. Tu vois, le nom le plus générique possible pour un film de guerre de ce genre. Tu vois, Au Tank de Guerra. J'ai trouvé ça décevant, mais bon, j'ai quand même continué et j'ai regardé le film. Le film raconte l'histoire d'un équipage de chars tigres qui reçoit une mission assez inhabituelle. Ils doivent aller jusqu'à la ligne de front, jusqu'à l'extrême de la ligne de front, pour capturer et ramener à l'arrière un colonel allemand qui est devenu renégat. Ce colonel n'obéit plus aux ordres supérieurs, il contrôle un secteur très avancé de la ligne de front de la Wehrmacht sur le front de l'Est. À l'automne 1950, et il posséderait soi-disant une mallette de code et de mots de passe qui ouvrirait une faille très préoccupante dans les défenses wallonnes. Alors cet équipage part pour aller récupérer ce colonel, même si les membres de l'équipage eux-mêmes n'aiment pas trop la mission au départ. Et ce film se déroule à l'automne 1943, peu de temps après l'échec de l'opération Citadelle, après que la bataille de Koursk ait eu lieu. Et cela, ça a été une grande défaite pour la Wehrmacht, la dernière grande tentative de la Wehrmacht de garder l'initiative sur le front de l'Est a échoué, n'est-ce pas ? Donc à partir de là, dans le secteur sud du front, qui est l'endroit où se déroule le film, on observe un repli assez constant de la Wehrmacht. Une position de défense après l'autre, jusqu'à ce qu'ils perdent le Dniepr, n'est-ce pas, lors d'un grand assaut soviétique à cette époque, qui oblige les Allemands à abandonner la rive orientale du fleuve Dniepr. C'est d'ailleurs la première scène du film. Le film commence donc là avec une scène de combat nocturne pour un pont, qui n'est pas immédiatement identifiée, elle ne sera identifiée que plus tard dans le film. Mais à partir de cette scène, on commence déjà à comprendre que ce char peut se trouver à un moment très crucial de son existence. Lorsque la bande-annonce de ce film est sortie il y a quelques mois, j'ai alors fait une vidéo à propos de cette bande-annonce. Et dans cette bande-annonce, j'avais vu que beaucoup de gens considéraient ce film comme une sorte de Fury allemand, ou le Fury allemand. Mais en réalité, non. J'avais déjà dit dans cette autre vidéo que je considérais ce film comme l'Apocalypse Now allemand, ce film de la fin des années 70 réalisé par Francis Ford Coppola, qui est aujourd'hui un grand classique du cinéma. Bien qu'on ne puisse même pas dire que c'est un classique du cinéma de guerre, parce que ce n'est pas exactement un film sur la guerre, c'est un film sur la névrose et la folie qui se déroule pendant la guerre du Vietnam. Et je crois qu'on peut utiliser cette même analogie pour définir ce film, Der Tiger. Ce n'est pas exactement un film de guerre, c'est un film sur la folie, les drames familiaux et le stress post-traumatique qui se déroulent sur le front de l'Est pendant la Seconde Guerre mondiale. D'ailleurs, il est beaucoup plus facile d'apprécier ce film si vous commencez déjà à le regarder avec cette idée en tête, n'est-ce pas ? Tu as déjà joué à des jeux de rôle, n'est-ce pas, des jeux de rôle sur table, ces jeux de dés et de narration où tu incarnes un personnage. Ça m'a vraiment semblé être tout simplement une partie de jeu de rôle, un jeu de rôle se déroulant pendant la Seconde Guerre mondiale sur le front de l'Est. C'est l'idée que j'ai eue pendant les 30 premières minutes du film, après avoir remarqué à quel point l'écran nous montrait des choses étranges, tu vois. Bon, tout d'abord, il faut reconnaître les mérites du film, n'est-ce pas ? En quoi le film est-il bon ? Il est bon avant tout dans l'interaction de l'équipage. C'est rare d'avoir un film, surtout un film moderne, avec toute la rigueur technologique et photographique des dernières années du cinéma, qui dépeint un équipage allemand, un groupe de soldats allemands. Tu vois, ce Unsere Väter, unsere Mütter, tous ces nos pères, nos mères, je ne me souviens plus du titre en portugais.
Justement, il garde une place très chère dans la mémoire des fans de films de guerre, parce qu'il montre cette intimité entre les soldats allemands en première ligne et en fait les Allemands en général pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est quelque chose qu'on voit rarement. Ce film, jusqu'à un certain point, parvient à émuler ce que Hans Remüter a réussi à faire. Mais c'est avec un peu plus de timidité, n'est-ce pas? Le résultat, bien sûr, est beaucoup plus modeste, beaucoup plus concis dans ce film parce que il y a d'autres choses à traiter, mais j'ai aimé jusqu'où est allé le lien entre les soldats, qui était compliqué, il faut le dire, n'est-ce pas? Le conducteur du char, par exemple, embêtait constamment le gars qui s'occupait du chargement du canon principal du char, qui est beaucoup plus jeune parce qu'il voyait en ce jeune homme son propre fils, qu'il avait perdu lors d'un bombardement pendant la guerre. Justement, en parlant de ce jeune homme qui fait le chargeur du char, le loader, n'est-ce pas, qui est Michel, c'est lui le protagoniste de la meilleure scène de ce film, sans aucun doute, la meilleure scène de ce film, qui est la scène de la mine anti-char. À ce moment-là du film, là, on avait encore, n'est-ce pas, du moins moi, l'impression que ce serait un film plus traditionnel, racontant une histoire se déroulant sur le front de l'Est, de manière vraisemblable, comme on s'y attendait, n'est-ce pas? Donc dans cette scène-là, où le jeune homme découvre des explosifs installés sous la mine. Quelque chose que les Russes auraient probablement pu faire en réalité. Si j'étudie ici un livre sur les pièges explosifs du front de l'Est pendant la Seconde Guerre mondiale, ce film s'en inspire probablement. Alors cette scène était une scène dramatique, c'était une scène très captivante, et la seule fois dans ce film où je me suis retrouvé nerveux en regardant l'écran, voulant savoir ce qui allait se passer ensuite. Alors applaudissements pour cette scène de la mine anti-char, et malheureusement, elle clôt le chapitre des points positifs que ce film nous offre. Pourquoi ce film est-il mauvais? Pourquoi ne l'ai-je pas aimé? D'abord, je ne peux pas ne pas parler de l'évidence, de l'éléphant dans la pièce, ou dans ce cas, du tigre dans la pièce qui est le tigre du film. Le char, ce char du film-là, est une réplique construite sur le châssis d'un char T-55 soviétique. Donc ce char n'a pas les bonnes proportions. Dans une certaine scène, où il est filmé d'en haut et de côté, il est très clair qu'il y a un décalage entre le châssis et la superstructure au-dessus du char. Donc c'est impossible, mec, de ne pas remarquer que ce véhicule a des caractéristiques qui montrent clairement qu'il est faux. Mais je dois te dire que, plus que le tigre lui-même, mec, ce qui me dérange le plus dans ce film, c'est la casquette du commandant. C'est horrible parce que ça n'existe tout simplement pas. Et je ne comprends pas le choix de la production d'avoir fait ça. Parce que l'avant de cette casquette, écrasé avec l'aigle, complètement déformé, affaissé vers le bas. Et tu vois, d'un point de vue latéral, n'est-ce pas? Complètement aplati, on dirait la casquette d'un officier politique soviétique, tu sais, du NKVD. Ça ressemble beaucoup à une casquette soviétique portée par un officier allemand, et honnêtement, il n'y a aucune raison pour que cela ait été mis dans le film. Oui, pour ceux qui ont déjà vu, mec, des casquettes allemandes de la Seconde Guerre mondiale. Peu importe si elle a la couronne montée ou si elle est écrasée. Ceux que les gars, surtout dans les chars, enlevaient à la couronne, c'est-à-dire cette armature, ce cerceau en métal qui garde la casquette bien ronde, tu vois. Donc quand ils mettaient ça sous un casque comme celui-ci, d'ailleurs j'ai cette casquette de l'Allemagne de l'Est qui était fabriquée dans la même usine, tu vois. Les Russes ont utilisé la même usine, donc c'est essentiellement la même casquette que celle de la Wehrmacht. Donc celle-ci, en plus, elle est crush, regarde, elle est crush. Mais regarde ça, mec, regarde son devant. L'avant de cette casquette est toujours bien droit. L'avant ne change jamais. Sur toutes les photos que tu trouveras sur Internet, tous les devants sont bien droits. Pourquoi ? Parce que cette casquette, elle a, laisse-moi voir si je peux vous montrer ici, regarde. Elle a une sorte de tige ici, regarde. Elle a une tige qui est placée juste ici, regarde. Et ce n'est rien d'autre qu'une pièce de cette forme. Et qui fait que l'avant, peu importe, garde toujours l'avant bien droit. Donc l'aigle est toujours montré de façon claire ici, regarde. Donc dans le film, ce commandant aurait littéralement dû ouvrir ça ici avec un couteau, mec, et enlever cette tige pour que ça tombe vers le bas. Ça n'a aucun sens, parce que d'autres casquettes montrées dans le film, non ?
comme celui de ce lieutenant-colonel de la Waffen-SS là-bas. Il est relevé, il est dans la bonne position. Il n'y a que celui du commandant qui est comme ça. Et là, on doit parler de ce blindé soviétique qui, dans le film, est identifié comme un Su-100. Il y a plusieurs problèmes avec ce blindé. Je crois que c'est un modèle numérique, non ? Un modèle en image de synthèse. Mais ce véhicule est un mélange de deux chars, d'accord ? Parce qu'en 1943, le fameux Su-100 n'existait pas encore. C'est un véhicule de 1944. Cependant, le véhicule qui s'est montré à l'écran a le canon du Su-152, qui est un véhicule encore plus moderne. Donc, on pense qu'il s'agit d'un mélange du Su-100 avec le Su-152, existant à l'époque du Su-85. Encore une fois, il semble que c'est quelque chose d'inventé délibérément pour ne pas avoir de sens. Alors, pour moi, cette scène du combat entre le tigre et ce Su-100 est aussi très loin de la réalité. Ça sort complètement de la réalité. Et ça ressemble beaucoup à ces tactiques très hétérodoxes que les filles qui pilotent des chars dans l'anime Girls Gelsung Panzer utilisent pour pouvoir détruire les chars adverses. Ceux qui ont déjà vu cet anime savent de quoi je parle. Surtout dans cette scène à la fin de la première saison, où elles doivent combattre le char Moss. C'est très similaire à ce que le commandant du char Tigre demande à l'équipage de faire pour pouvoir vaincre le Su-100. En réalité, son char était déjà très endommagé et il a exposé le flanc du char à une très courte distance face à un véhicule avec un calibre extrêmement grand qui aurait pu simplement faire exploser son char. Donc c'était vraiment très risqué. La chance que le Su-100 glisse dans le trou au sol, exactement là où le gars voulait, était très faible. Et ils auraient pu être tués bien avant que cela n'arrive. En dehors de toutes ces absurdités-là, le film en a beaucoup d'autres aussi. Je ne vais pas faire une analyse super détaillée pour ne pas parler pendant des heures, mais ce film a aussi un problème de montage, non ? Il y a beaucoup de scènes, il y a beaucoup de minutes à l'écran où le tigre fait juste le tour du champ. Il fait juste le tour du champ et les gars regardent le paysage. Et rien, littéralement rien ne se passe. Et ça se répète à travers les différents actes du film. Ces scènes sont longues, elles n'avaient pas besoin d'être aussi longues. Un montage un peu plus économique aurait donné un bien meilleur résultat, à mon avis. Mais là, juste après cette scène où la Waffen-SS rassemble les gens du village dans la grange et met le feu à la grange, n'est-ce pas ? Le film prend vraiment un tournant soudain à 180 degrés qui te fait te demander « c'est vraiment ce que je suis en train de voir ? N'est-ce pas ?» C'est-à-dire, après ce moment-là, le film commence vraiment à montrer son vrai visage. Et tu te rends déjà compte qu'il y a quelque chose qui ne va vraiment pas avec tout ça. Tout ce qui est présenté, n'est-ce pas ? Parce que la boussole du commandant commence à tourner de façon folle, tu vois ? C'est-à-dire, il n'y a plus aucun cap. Et là, tu te rends compte que la réalité s'est partie en vrille depuis longtemps dans ce film et que probablement tout ce que tu vois à l'écran n'est rien d'autre qu'un rêve. C'est ça, mec, ça s'est confirmé à 100% dans ma tête quand j'ai vu cette scène du bunker immense juste sur la ligne de front, tu vois ? Un bunker immense construit en plein milieu de la ligne de front en Union soviétique. C'est comme si les Allemands avaient les moyens de bâtir ces abris anti-aériens qu'on voyait seulement dans les grandes villes allemandes, même sur la ligne de front. Tout est fait en béton. Et ce sergent qui va accueillir le commandant, n'est-ce pas ? Et l'équipage dans cette salle où il y a les jeunes femmes auxiliaires de la Luftwaffe, dans cette espèce d'orgie. Oui, ce type a un regard tellement démoniaque que j'ai tout de suite compris que ça ne pouvait être qu'une allégorie du diable lui-même, n'est-ce pas ? C'est sûrement une allégorie de quelque chose de très maléfique. Et quand il ordonne ensuite au commandant de traverser ce tunnel sombre, il n'y va pas avec lui. Il dit simplement « Non, aie du courage et va là-bas ». Là, il m'est devenu très clair que l'inspiration pour cette scène finale vient de ce film « L'associé du diable », n'est-ce pas ? Je me suis presque senti en train de revoir la scène finale de L'Associé du diable, qui est aussi un autre film qui te retourne complètement. Peut-être que l'un des meilleurs retournements à 180 degrés du cinéma est justement celui de L'Associé du diable. Et je crois que c'est exactement là que la production de Der Tiger voulait en venir. Et là, tu as la dernière scène avec le colonel Hardenberg, qui dit des choses insensées, n'est-ce pas ? Devant le four crématoire qui brûle juste là. Et lui, en uniforme complet, impeccable, avec une table et un banquet à côté. Au moment où l'on montre que ce banquet est complètement pourri, qu'il y a des larves dans la nourriture, il n'y a plus aucun doute que tout ce qui est montré est vraiment une fantaisie,
un rêve. Et là, ce n'est qu'au dernier moment que tu vas vraiment découvrir la raison de tout ça. Et tu sais ce que je pense ? Au final, le film s'est terminé de manière très radicale. Oui, tu reviens à la scène originale, tu découvres que la famille du commandant était morte et que tout cela dans sa tête n'était qu'un délire. Et qu'il a organisé cette mission pour capturer Hardenburg à cause du SSPT, n'est-ce pas ? De stress post-traumatique, d'une crise de stress post-traumatique. Donc rien de ce que je vous ai dit ici, faites attention. Ni la casquette du commandant, ni le mauvais tigre, ni les uniformes de l'équipage, parce que ça non plus n'a aucun sens. Vous avez un équipage de 5 hommes avec un gars en uniforme d'artillerie automotrice, n'est-ce pas ? Des Stooges. Uniforme gris. Et l'autre gars avec l'uniforme d'infanterie de l'armée qui sert à l'intérieur du char. Cela n'est jamais expliqué, mais ça n'a aucun sens de discuter de ça, une fois que vous découvrez que tout cela est le fruit de l'imagination du commandant lui-même. Et je pense que tous ces indices, n'est-ce pas, y compris le choix d'un char tigre pour effectuer une mission de reconnaissance, n'est-ce pas, loin de tout poste de soutien, roulant seul sur la ligne de front comme s'il était capable de se débrouiller tout seul après quelques minutes, n'est-ce pas, parce que c'était un véhicule extrêmement sujet aux pannes mécaniques. Tout cela peut être jeté à la poubelle parce qu'en réalité, il s'agit d'un rêve, d'une fantaisie. Et il n'y a plus aucun souci de vraisemblance dans ce cas. Mon problème avec ce film, c'est qu'il a été vendu comme un film de guerre. Un film de guerre du point de vue d'un équipage, d'un char tigre. Mais en réalité, c'est un film de fantaisie. C'est un film sur le trouble de stress post-traumatique, situé pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc même si la production essayait de provoquer chez le public le même choc que, par exemple, L'Associé du Diable ou Sixième Sens ont provoqué. À leur époque, je pense qu'ils ont échoué sur ce point parce que la façon dont le film a été vendu était vraiment très différente du résultat. C'est comme si ce film dont on a vu les annonces, vu la bande-annonce, devenait en fait une comédie romantique. C'est la même chose. Ce serait un chemin différent, mais tout aussi absurde. Donc pour moi, ce film était bien en dessous de ce que j'attendais. Je lui donne donc un petit coup de canon au final. Mais maintenant, dis-moi ce que tu penses du film Der Tiger au tank de Guerra, toi qui l'as vu sur Amazon Prime. Dis-nous ici dans les commentaires quel est ton avis, si tu es d'accord ou pas avec moi. Si tu as aimé cette vidéo, partage-la avec tes amis. Mets-nous aussi un pouce bleu. N'oublie pas de t'abonner à Salah de Guerra pour ne rien rater. Je m'arrête ici. Merci encore pour ton audience et une grosse accolade de Salah de Guerra.